Bonjour Michel Aglietta. Bonjour. On se revoit aujourd'hui autour de votre livre Le futur de la monnaie, un livre que vous avez co-rédigé avec Natacha Valla. Alors, nous allons nous intéresser, nous focaliser aujourd'hui sur un sujet que vous étudiez depuis très longtemps, le système monétaire international, de la devise clé au multilatéralisme. Alors nous sommes aujourd'hui encore dans le système de post-Bretton Woods de la devise clé, mais une hégémonie du dollar et un privilège du dollar, un privilège exorbitant du dollar qui commence à être bien remis en cause. Oui, il est remis en cause par l'évolution du monde, je veux dire. C'est-à-dire que la domination d'une devise clé résulte de quoi? Elle résulte du fait que nous avons expliqué que la monnaie était souveraine. Les souverainetés sont nationales dans l'univers dans lequel nous vivons. Il n'y a pas de souveraineté supérieure. En conséquence, il n'y a pas de monnaie proprement internationale qui soit la liquidité ultime, comme une monnaie nationale est la liquidité ultime par rapport au territoire du pays souverain national. En conséquence, les monnaies dans les échanges internationaux, car le capitalisme, lui, n'a pas de frontières, et le libre-échange fait partie de sa logique, eh bien, les échanges internationaux, les monnaies deviennent des devises dans leurs relations entre elles, dans ces échanges. Eh bien, étant donné malgré tout que la monnaie a besoin, même au niveau international, d'avoir ces caractéristiques d'unité de compte, reconnue comme le pivot, et puis une forme de liquidité ultime, s'est développé le modèle de la devise clé. Le modèle de la devise clé est donc un modèle qui est lié à l'hégémonie d'une puissance. Cette hégémonie d'une puissance a été... Hégémonie économique, hégémonie militaire, hégémonie Absolument. culturelle. Cette hégémonie d'une puissance a été le fait de deux entités, en fait, depuis la révolution industrielle, l'Angleterre et le sterling, liés alors comme ancrage, malgré tout, une espèce d'ancrage commun, par reconnaissance du lien alors des pays qui participaient à ce système, et puis ensuite l'hégémonie de la devise clé dollar, qui restait liée alors dans le système de Bretton Woods et qui a disparu dans les années 70 après la destruction du système de Bretton Woods. Voilà. Donc, avec les accords de la Jamaïque. Aux accords de la Jamaïque de 1976. Donc, la devise clé, c'est ça. Et donc, la question importante, la devise clé a une hégémonie bienveillante dans la mesure où les pays qui y sont subordonnés dans leurs échanges internationaux trouvent plus d'avantages la fluidité des échanges qu'elle permet que l'inconvénient de la subordination. Et c'est pourquoi le dollar est resté devise clé après 1976, donc, malgré les fluctuations qui en sont résultées dans l'échange. Donc cette devise clé doit apporter une certaine sécurité dans les échanges. Absolument. Une certaine crédibilité, et puis une quantité de monnaie satisfaisante pour favoriser les échanges. Tout à fait. Il faut donc que la politique interne du pays émetteur soit compatible à la demande de liquidité internationale. Ce qui n'est pas évident, dès lors que la politique interne du pays émetteur respecte essentiellement les objectifs internes de ce pays, d'où la tension. Cette tension a été appelée, depuis les années 60 d'ailleurs, le dilemme Triffin, du nom de l'économiste qu'il a bien repéré initialement. Et donc, la question est la suivante. Tant que vous avez une économie faite de pays qui sont les pays qui pèsent, si vous voulez, dans le système, sont des pays qui sont, d'une certaine manière, dans un espace de relations politiques et idéologiques avec le pays émetteur de la devise clé. Vous avez le caractère de l'économie et l'hégémonie bienveillante peut être assumé de manière suffisamment régulière, bien qu'il y ait des crises monétaires malgré tout, des crises de change, du fait de la fluctuation du change qui résulte de la fin de l'ancrage de Bretton Woods, il y a ça, mais néanmoins, ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe dans le monde depuis le début de ce millénaire, si vous voulez? C'est la montée de puissance considérable
qui ne sont pas dans l'espace idéologique des pays occidentaux. C'est-à-dire la Chine, bien sûr, mais aussi l'Inde, et puis le multilatéralisme se développe également en Afrique, à différents endroits, même si ces pays-là restent des pays subordonnés, mais pas nécessairement subordonnés sur le plan idéologique. Juste un peu une petite parenthèse, l'euro n'a jamais été en situation d'entrer, on va dire, en rivalité comme monnaie mondiale avec le dollar. Alors l'euro a quand même la seule caractéristique de ne pas être une monnaie souveraine. Ça, c'est-à-dire que l'euro n'est pas... C'est une monnaie étrangère pour chacun des pays membres. Oui, mais elle est définie par un traité reconnu international entre les pays membres, d'accord. Mais donc le développement de l'euro fait partie, malgré tout, en potentiel, car l'enjeu de l'Europe, c'est aller vers une intégration, en potentiel vers une puissance qui serait l'une des principales puissances séparée, si vous voulez, de la puissance américaine. Mais le principal problème aujourd'hui, c'est la rivalité montante de la Chine Le principal problème, c'est évidemment la Chine face aux États-Unis, du fait en particulier de ce qui s'est passé avec Donald Trump, c'est-à-dire le fait que les États-Unis reconnaissent maintenant la Chine comme rival stratégique et non pas comme partenaire dans un système unique. Rival stratégique, ça veut dire qu'ils font tout ce qu'il faut. Ils essayent de faire ce qu'ils pensent être utile pour bloquer le développement de la Chine. Or, le développement économique est très lié, évidemment, à la montée en puissance de la monnaie nationale par rapport auquel il se fait. Étant donné que le développement économique de la Chine, c'est aussi la projection de la Chine dans l'espace international, va dépendre évidemment de la convertibilité complète, et il travaille à ça maintenant, de sa devise. Oui, parce que finalement, la Chine, jusqu'à maintenant, a joué le jeu de la domination du dollar. Elle était complémentaire. Et le renminbi, le yuan, n'est pas convertible. Il le devient de plus en plus. Mais justement, la Chine, jusqu'à, disons, 2000, au 13e plan, c'est-à-dire jusqu'à 2015, à cause des problèmes de la première crise aussi, était, disons, considéré comme l'usine du monde, c'est-à-dire exportait des biens qui étaient des biens qui étaient recherchés au niveau occidental parce que c'était des biens industriels du mode de consommation occidental et qui étaient à bas salaire. Mais à partir de 2010 et de plus en plus rapidement, la Chine voulant a créé les moyens d'unifier le pays qui était très segmenté, si vous voulez, en niveau de développement. L'unifier, ils vont vers une unification et en particulier une forte augmentation des salaires. Et sur le plan technologique, la Chine change de régime de croissance, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle était fondée essentiellement sur une accumulation très forte de capital industriel, alors que maintenant, elle cherche à être à la frontière technologique. Donc on se trouve dans une situation où la rivalité n'est pas simplement économique, elle devient aussi monétaire à terme. La rivalité devient monétaire du fait de la nature du rôle fondamental de la monnaie comme unification et en même temps comme projection internationale. Pour la monnaie est ce qui va permettre, c'était vraiment le cas aux États-Unis, ça joue un très grand rôle, dans l'expansion dans les années, à partir de 55, si vous voulez, les années 60 ensuite, du mode de vie américain. Et des entreprises américaines à l'étranger, la multinationalisation américaine. La Chine est dans la phase actuelle où elle veut, sur le plan industrielle, développer d'abord la haute technologie et la faire valoir dans le monde entier. Donc, internationaliser ses propres entreprises. Pour cela, évidemment, elle a besoin d'avoir un espace monétaire avec une monnaie capable de devenir une devise convertible. Ce qui veut dire que la rivalité, elle est sur le plan politique, militaire, parce qu'il y a quand même les problèmes, si vous voulez, à la frontière, enfin disons dans la zone asiatique qui va de Taïwan jusqu'à la Chine et puis qui va jusqu'au Japon et la Corée. C'est quand même toute la zone, si vous voulez, ce qu'on appelle la mer de Chine, d'ailleurs. Elle est politique, elle est militaire, elle est technologique. Et elle va devenir monétaire. Donc on risque d'être dans une situation de double hégémonie,
mais il est assez difficile d'imaginer un monde bipolaire monétairement, puisqu'à l'époque du communisme, le monde soviétique et la Chine de l'époque étaient exclus du système monétaire international. On peut imaginer un monde de zones d'influence, avec une zone dominée par la Chine, une zone dominée par les États-Unis, et une par l'Europe. Mais ce que vous proposez, c'est plutôt une réflexion multilatérale et un multilatéralisme monétaire. Ben, ça me paraît décisif parce que on risque d'avoir une situation d'une fragmentation du monde. C'est-à-dire, on risque d'avoir la situation qu'on avait eue au début du XXe siècle, lorsque la montée de la puissance de l'Empire allemand, si vous voulez, s'opposait fondamentalement par sa logique même, de la conception de son lien social, etc., à l'Angleterre. Et donc la fragmentation de l'espace mondial en zones, disons, qui peuvent devenir des zones rivales, est évidemment, et donc une déglobalisation en zones, mais en zones devenant rivales, et non pas en zones liées entre elles, est le danger, je crois, aujourd'hui. Et donc, l'avancée essentielle, me semble-t-il, c'est de maintenir le multilatéralisme. Pour maintenir le multilatéralisme, sur le plan qui nous intéresse, sur le plan monétaire, ce qui est une manière de faire. Alors, il y a une manière de faire que McCartney dit. De toute manière, il faut développer des monnaies digitales de banque centrale, en fonction du fait qu'on est dans un monde digital. Et ça se développe fortement. La monnaie digitale de banque centrale, la Chine est plus en avance que les autres. Elle est pratiquement au point, elle le sera l'année prochaine, puisque lorsque la Chine va accueillir les Jeux olympiques d'hiver. Émettre des monnaies digitales de banque centrale et avoir une espèce de monnaie synthétique digitale. Ça, c'est la vision qu'a McCartney. Mon point de vue est un peu différent en ce sens que il existe des institutions internationales et on peut par conséquent développer un système de coopération internationalisée ou de concertation internationalisée en faisant jouer au FMI un vrai rôle monétaire qu'il a perdu. Et d'autre part, il existe déjà un actif universel. Ce qui veut dire quand même augmenter encore le poids de la Chine. De toute façon, il faudrait plusieurs choses. Augmenter le poids des pays émergents, en général, par rapport, on est quand même encore très largement sur les pondérations de 1944, avec de temps en temps des modifications, mais bon. Alors, bien sûr, de façon à avoir une représentation par rapport au poids économique des différents pays. Deuxièmement, il ne faudrait plus que la direction du FMI dépende systématiquement, automatiquement d'un Européen, et puis la Banque mondiale d'un Américain, et qu'il y ait un concours pour, disons, voilà. Et la Chine cherche à prendre du poids au Fonds monétaire. Il y a des vice-présidents chinois déjà. Bon. Donc il y a la caractéristique évidemment d'un fonds qui gérerait la concertation monétaire internationale. Mais l'actif de réserve ultime est crucial. Et moi, je reviens de ce point de vue-là à Keynes en utilisant ce qui existe aujourd'hui. On en a un. Pardon ? On en a un, c'est le DTS. Oui, bien sûr, parce que Keynes disait, il faut avoir, il n'a évidemment pas réussi en 1943 vis-à-vis des États-Unis, mais son plan, c'était le point essentiel, c'est de maintenir la symétrie des pays dans les ajustements. Et pour cela, il faut d'une part un organisme intégrateur, des relations d'échange, de balance des paiements entre les pays. Les balances des paiements doivent se retrouver sur une espèce d'espace de clearing. Et puis, il faut avoir un actif ultime qu'il avait appelé le Bancor à l'époque. Revenir à Keynes de ce point de vue-là, c'est en effet ne pas oublier qu'il a été émis dès 1968 pour justement les problèmes de liquidité mondiale. Un actif purement fiduciaire, c'est ça qui est important, qui n'est la dette d'aucun pays, et qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, qui sont au passif du Fonds monétaire et qui sont à l'actif des pays auxquels ils sont alloués. Nous avons, dans la crise de 2008, créé des droits de tirage spéciaux, déjà,
pendant la période de cette crise pour que les pays émergents puissent surmonter le problème. Il est décidé déjà, en fait, le Congrès américain l'a accepté, ça avait été bloqué par Trump, mais ça avait été accepté déjà, hein, qu'il nous faut une émission transitoire. Alors là, c'est le problème de la situation de crise. Hein. Une émission transitoire de DTS pour les pays les plus pauvres, qui ont un problème énorme par rapport au changement climatique, parce qu'ils n'ont pas les moyens internes de passer à une économie verte. Or, c'est ceux qui sont les plus impactés par le changement climatique. Mais dernière remarque. Donc, attendez, il faut par conséquent environ 2 trillions de TTS, si vous voulez. Hein. Ça, c'est l'émission. Ensuite, le point important, c'est de passer un système DTS progressivement. Pour passer un système DTS progressivement, eh bien, il faut avoir des allocations régulières de DTS qui reste un panier pendant transitoirement, mais les pays émetteurs, il y a un compte au Fonds monétaire qui est un compte DTS, et les pays émetteurs, lorsqu'ils veulent obtenir une nouvelle devise par rapport aux DTS qui leur sont alliés, une nouvelle devise nationale, hein, pour leurs échanges, parce que c'est les échanges souvent, eh bien, ils vendent les DTS dans le cadre du compte du fonds. En contrepartie, il y a une baisse de DTS vers eux, et qui va vers le pays qui le reçoit. Le pays qui les vend pour avoir une autre devise, eh bien, lui, il a moins d'allocation de DTS, etc. Donc, vous avez en effet un système multilatéral de circulation du DTS possible. Et là, on peut aller progressivement vers une monnaie qui deviendra la monnaie fiduciaire mondiale. Alors, on comprend bien, Michel Aguileta, l'architecture que vous proposez. Le problème, c'est que ça signifie sortir d'un système hégémonique du dollar et ne pas retomber dans un autre système hégémonique. Absolument. Et une coopération internationale. C'est tout à fait fondamental. Merci Michel Aguileta pour ces explications.